Tunisie, février 2013. Chokri Belaïd avait vivement critiqué le gouvernement islamiste. Ses obsèques se muent en manifestation contre l'islam politique financé par l'argent du Qatar. Libye, septembre 2012. Des extrémistes attaquent le consulat américain à Benghazi. L'attentat coûte la vie à 3 membres du personnel et à l'ambassadeur Chris Stevens. C'étaient pourtant les forces aériennes des États-Unis et d'autres pays occidentaux qui avaient arrêté les troupes de Kadhafi devant Benghazi. De courageux citoyens manifestent contre les extrémistes et leur haine. Égypte, printemps 2013. Cérémonie funèbre pour des Coptes assassinés par des musulmans radicaux. Les salafistes et les frères musulmans au pouvoir ameutent l'opinion contre les chrétiens. Les salafistes reçoivent de l'argent d'Arabie Saoudite, les frères musulmans du Qatar. En Syrie, l'ingérence des États du Golfe est encore plus forte. Le Qatar et l'Arabie Saoudite financent l'insurrection sunnite. Ils ne visent pas l'instauration d'une démocratie, mais l'avènement d'une Syrie sunnite et fondamentaliste. Le Qatar et l'Arabie Saoudite ont largement contribué à étouffer les aspirations démocratiques des pays du printemps arabe. Les révolutions restent inachevées, et elles peuvent même échouer comme en Syrie. Le Qatar et l'Arabie Saoudite s'y emploient activement. Leur but est de créer un axe de gouvernement prônant un islam radical pour empêcher qu'une étincelle de liberté gagne les monarchies du Golfe. Le Najd, une région d'Arabie Saoudite. C'est ici qu'est né le courant politico-religieux qui donne aujourd'hui le ton dans le Golfe. Le wahhabisme a été fondé par Mohammed ben Abdel Wahhab. Son nom est le symbole d'une interprétation littérale et stricte du Coran. Toute tentative de réforme est tuée dans l'œuf. En 1932, Abdelaziz al-Saoud, associé aux Wahhabites, réunit plusieurs royaumes pour créer l'Arabie Saoudite. Le prix de cette alliance est un lien indissoluble entre religion et politique. Les Wahhabites, ou salafistes, comme on les appelle également, dominent la politique saoudienne intérieure et extérieure. Grâce au deuxième plus grand gisement de pétrole brut mondial, les villages de briques crues sont devenus des cités high-tech, et les nomades des millionnaires. Seule la religion n'a pas évolué. L'Arabie Saoudite n'exporte pas seulement du pétrole, mais aussi son idéologie islamiste. Ici, la modernité n'est qu'une façade. La société est conservatrice et réglementée à l'extrême. Hommes et femmes sont strictement séparés. Le cinéma et le théâtre sont interdits. La musique profane est condamnée. L'art censuré. Des sommes considérables quittent l'Arabie Saoudite en direction des pays du printemps arabe. Des hommes d'affaires soutiennent les mouvements islamistes et leurs branches terroristes de la Tunisie jusqu'en Syrie. La Maison royale finance l'opposition syrienne, mais s'immisce ailleurs en faveur des systèmes autoritaires, car le but n'est pas de promouvoir la démocratie. Pour les États du Golfe, le fait que l'Égypte, la Tunisie, la Libye et peut-être bientôt la Syrie renversent leur régime constitue une menace. Ils ont peur qu'il se produise la même chose chez eux. En aidant les sociétés arabes à s'islamiser, ils se rendent service à eux-mêmes. Ils peuvent ainsi préserver et consolider leurs intérêts dans la région. Car l'islamisation est synonyme d'extension de la sphère d'influence saoudienne. Le Qatar s'immisce lui aussi dans la refonte du monde arabe. La petite péninsule du Golfe Persique fait désormais partie des États les plus influents de la région. Après l'Iran et la Russie,
le Qatar possède les plus grandes réserves mondiales de gaz. 80% de ses habitants sont des travailleurs immigrés. Le Qatar est régi par une interprétation stricte de l'islam. Dans les autres pays arabes, l'émirat mise sur des forces religieuses conservatrices, notamment les frères musulmans. Le cheikh Hamad Ben Khalifa Al Thani est le père de l'émir actuel. Grâce à lui, le Qatar est passé en 20 ans du statut de simple figurant politique à celui d'acteur principal de la région. C'est au Caire que se trouve le siège de la Ligue arabe, mais c'est à Doha, la capitale du Qatar, que sont organisés ces sommets. Le Qatar profite de la situation confuse de l'Égypte pour se mettre en avant. Dans le cas du Qatar, oui, effectivement, on est là encore dans des considérations qui sont probablement plus stratégiques. Les Qataris ont choisi de soutenir un certain nombre de forces politiques. Les frères musulmans sont la première, il y en a d'autres. Là aussi, parce qu'effectivement, ils considèrent que, là je l'ai dit, ce sont ceux qui vont devenir les vainqueurs et que, évidemment, ça leur donne une influence sur la nouvelle configuration géopolitique qui va émerger. Houda Cherni fait partie de ceux qui s'opposent à l'influence des pays du Golfe. Elle est conseillère juridique d'une grande compagnie maritime, mère de famille, militante des droits des femmes, syndicaliste et soutien de la première heure de la Révolution. J'aime beaucoup cet endroit. J'y ai vécu tant de belles choses. Nous sommes dans les locaux de l'Union générale tunisienne du travail. C'est la plus ancienne organisation syndicale de Tunisie. Dès le début des manifestations et du mouvement contestataire, l'Union générale tunisienne s'est beaucoup investie et a soutenu les manifestants dans toutes les villes tunisiennes qui se sont soulevées. Juin 2013. Derrière ces barbelés se trouve le ministère de l'Intérieur. Le pays est gouverné par le parti Ennahda, la branche tunisienne des frères musulmans. Lors des premières élections libres, Ennahda a remporté le pourcentage le plus élevé de voix, mais pas la majorité absolue. Pourtant, il tente aujourd'hui de transformer toute la Tunisie en une société islamiste conservatrice. Nous avions un grand rêve, celui d'une Tunisie nouvelle, d'une belle Tunisie, d'une Tunisie libre, laïque et démocratique. Malheureusement, le rêve était trop beau et nous avons été vite rattrapés par la réalité. La place centrale de Tunis, rebaptisée place du 14 janvier 2011 après la Révolution. Ici, c'est encore une femme qui orchestre le bal des voitures. Les femmes de Tunisie comptent parmi les plus libres du monde arabe. Mais depuis l'arrivée au pouvoir d'Ennahda, leurs droits sont contestés et elles doivent lutter pour les préserver. Le soir, sur l'avenue Bourguiba. Dans les salons de thé fréquentés par la gauche et les intellectuels, on évoque toujours les mêmes sujets, les islamistes et leurs opinions réactionnaires. Parfois dans la rue, on est abordé par des extrémistes salafistes qui ne parlent pas du voile, mais du voile intégral. Si possible avec niqab et vêtements amples. Il ne s'agit pas d'un voile islamique, mais d'un voile wahhabite. C'est ce courant wahhabite qui nous vient des pays du Golfe comme l'Arabie saoudite et le Qatar qui constitue une menace. Le meurtre de Chokri Belaïd, le 6 février dernier, a marqué un tournant pour tous les opposants aux islamistes. Il a été élevé au rang de martyr,
et sa veuve est considérée comme une héroïne nationale. En juin, l'Association tunisienne des femmes démocrates a réuni des signatures pour exiger que le meurtre soit élucidé. Des dizaines de milliers de cartes postales sont arrivées au ministère de l'Intérieur. La même question inscrite sur chacune d'entre elles. Qui a tué Chokri Belaïd? L'attentat a attisé la méfiance à l'égard du gouvernement islamiste et entraîné l'union des partis d'opposition. L'assassinat de Chokri Belaïd a suscité beaucoup de colère et de critiques virulentes. Les citoyens tunisiens ont violemment condamné cet acte. « 25 juillet 2013. Mohamed Brahmi, un opposant politique, est tué en pleine rue. Dès le lendemain, le ministère de l'Intérieur annonce que l'arme du crime est la même que celle qui a tué Chokri Belaïd. On accuse les salafistes. La colère des proches du défunt ne vise pas seulement les meurtriers, mais aussi le parti au pouvoir. Le jour même, les manifestants se massent devant le ministère de l'Intérieur pour réclamer la chute du système. Depuis ce meurtre, l'opposition tunisienne a repris confiance en elle. Le mouvement des patriotes démocrates de Chokri Belaïd prend officiellement position contre Ennahda et ses appuis du Golfe. Parmi les questions que soulève l'assassinat de Chokri Belaïd, on peut se demander à qui profite ce crime. À l'époque, Chokri était sur le point de réaliser deux choses importantes en Tunisie. Faire éclater au grand jour des politiques, des choix et des alliances, et rassembler le plus grand nombre de Tunisiens contre ces politiques, ces choix et ces alliances. Lors du premier anniversaire de la révolution tunisienne, l'émir du Qatar était l'invité d'honneur de Tunis. Il avait qualifié les changements survenus dans les États arabes de chance historique. Ils allaient enfin pouvoir réaliser leur unité à l'image de l'Union européenne. Et ce, bien sûr, sous la houlette des frères musulmans que le Qatar soutient de la Tunisie jusqu'en Syrie. Mais ce mouvement si populaire dans les premiers temps se heurte à la réalité du pouvoir. En Tunisie, les prix grimpent, le tourisme stagne, les investisseurs hésitent. En revanche, l'islam radical prospère. Des imams venus du Golfe prêchent dans nombre de mosquées tunisiennes. Les équipes de tournage y sont ouvertement menacées. C'est dans les quartiers pauvres du pays que les salafistes recrutent des combattants pour le djihad en Syrie. Régulièrement, des gens dont le fils ou le frère est parti se battre en Syrie manifestent devant le ministère des Affaires étrangères. Quelques dizaines de Tunisiens sont enfermés dans les prisons de Damas. Ce n'était pas un extrémiste. Il faisait sa prière, oui. Après le travail, il allait à la mosquée puis rentrait chez lui. Il ne sortait pas ni ne fréquentait les cafés. Il a fait la connaissance sur Internet d'un Libanais dont j'ai oublié le nom. Et depuis, il n'a que le mot djihad à la bouche et il distribue des tracts. Il faudrait que le gouvernement empêche ce genre de choses. Les familles exigent du ministère des Affaires étrangères qu'il négocie le retour de leurs enfants avec le gouvernement de Bachar el-Assad. Ces combattants viennent de quartiers comme celui-ci, où le chômage a encore augmenté depuis la Révolution. Zaleh Badrouchi s'occupe bénévolement des parents de ces combattants. Il nous conduit chez la mère de l'un d'entre eux. Son fils unique croupit depuis 6 mois dans une prison syrienne. Depuis son départ, cette veuve n'a pratiquement plus de revenus. Allah nous suffit. Il est notre meilleur garant. Que Dieu mette le gouvernement dans le droit chemin pour qu'il rouvre l'ambassade et permette à notre fils de revenir. Elle nous montre les vêtements occidentaux de Bilal, 22 ans. Il était associé dans une boutique de mode, dit-elle, et n'a jamais été religieux. Pour quelle raison est-il parti combattre en Syrie? Sa mère l'ignore.
C'était la première fois qu'il allait en Turquie. Avant son départ, sa sœur lui a demandé de lui ramener des vêtements de là-bas. Si son intention était d'aller se battre, il n'aurait pas noté sa commande. Des Tunisiens venus d'Afghanistan se sont emparés de mosquées dans les villages et des quartiers défavorisés. Ils s'y sont installés et ont entrepris d'attirer les jeunes chômeurs avec des promesses et un lavage de cerveau. 2 semaines avant notre rencontre, Aziza a rendu visite à son fils dans sa prison syrienne. Elle ne sait toujours pas exactement qui l'a recruté. Quand on voit les pays arabes qui ont fait la révolution, qui a les moyens de mobiliser un tel nombre en fait, de combattants étrangers pour partir? La Tunisie n'a pas les moyens. La Libye, elle est tellement occupée avec ses problèmes intérieurs, avec les problèmes d'armes. L'Égypte, qui a d'énormes problèmes, et le Yémen. Donc on ne pense qu'aux pays maintenant qui ont un intérêt à vraiment changer le régime syrien et qui appuient inconditionnellement par les médias et même politiquement de faire partir ces combattants vers la Syrie, de faire la guerre. La Tunisie est un pion dans une partie de géopolitique dont le but est de mettre la côte méditerranéenne depuis Tunis jusqu'au nord de la Syrie sous l'influence des frères musulmans. Mais la société tunisienne est l'une des plus ouvertes du monde arabe. Si l'islam wahhabite venait à s'implanter ici, les femmes seraient les premières à devoir renoncer à une grande partie de leur liberté. À Benghazi, il n'est pas courant de voir une femme au volant. La Libye est profondément religieuse et conservatrice. Ici, le printemps arabe a rompu avec les traditions religieuses. Ce n'est pas du goût des islamistes qui convoitent le pouvoir. Après la Révolution, il y a eu de grands progrès. Tout d'un coup, les femmes ont pu faire plein de choses. Elles pouvaient travailler, étudier, sortir, conduire une voiture. Nousiba a passé une partie de sa jeunesse en Suisse. Elle est revenue s'installer en Libye en 2008. Non seulement les femmes conduisent, mais elles ont pris des habitudes qui ne plaisent pas aux islamistes. Nousiba retrouve son amie Atika. Elles sont toutes deux militantes politiques. Elles se battent pour l'égalité des droits entre hommes et femmes et scrutent les activités des islamistes. Pour elles, la majorité des Libyens n'est pas réceptive à un islam politique radical. Le peuple libyen est très croyant. Il n'a pas envie qu'on vienne lui dire ce qu'il a le droit de faire ou non selon le Coran. Parce que les Libyens sont tous de bons musulmans et ils connaissent bien le Coran. À Benghazi, les milices armées qui ont combattu les troupes de Kadhafi font la circulation. Dans le pays, elles disposent d'un pouvoir considérable. Elles comptent aussi d'innombrables extrémistes, mais leur position est fragilisée depuis qu'en septembre 2012, un groupe terroriste a attaqué l'ambassade américaine. Une vidéo blasphématoire postée sur Internet par un Américain serait à l'origine de l'attentat. Pendant des heures, l'ambassade a été la cible d'un feu nourri. Les terroristes ont tué 3 ressortissants américains. Et Chris Stevens, l'ambassadeur, est mort asphyxié. Rizik Atik était voisin de l'ambassade. Il a assisté à l'attaque, mais n'a pu aider les assiégés. Les attaquants étaient trop nombreux. Ce qui s'est passé est inacceptable. Nous avons été attristés par ce qui est arrivé, surtout pour l'ambassadeur. Il a été là pendant la Révolution. Il a vécu avec nous, avec le peuple. Cet attentat a marqué un tournant. De nombreux citoyens libyens ont défilé dans les rues contre ces terroristes islamistes qui étouffent par les armes la liberté et la tolérance.
En retour, les extrémistes ont assassiné des militants qui les avaient ouvertement critiqués. Mais les habitants de Benghazi ne se sont pas laissés intimider. Ils ont manifesté de plus belle sur la promenade du bord de mer contre les islamistes radicaux. Ahmad Kouwaifi et Mouayyad Boraoui ont participé à ces marches de protestation. Ils ne critiquent pas seulement les ennemis de la démocratie, mais aussi leurs financiers. Nous remercions le Qatar pour son rôle au début de la révolution. Mais il est temps pour les enfants du pays de le reconstruire indépendamment, sans l'aide des grandes puissances de la région. Nous sommes pour le maintien des relations avec le Qatar, mais nous refusons catégoriquement son soutien aux divers courants politiques. Le peuple libyen commence à se rendre compte du soutien flagrant apporté à certains courants, à travers des nominations comme celle de Youssef Al-Mankhouch à la tête des forces armées. Il y a même des pressions sur le Congrès général national pour le maintenir à son poste. Les jeunes ne sont pas les seuls à se révolter contre les fanatiques religieux. La Libye est une société tribale. Pour la seule région de Benghazi, on dénombre une centaine de tribus. Leurs chefs se rencontrent régulièrement pour résoudre des problèmes politiques et sociaux. Ils forment une sorte de parlement régional. La politique à coups de kalachnikov des extrémistes est considérée comme une attaque contre l'autorité traditionnelle. Suite à l'attentat contre l'ambassade américaine, les tribus sont arrivées le jour de la libération de la Libye et ont demandé le rétablissement de la paix et de la sécurité avec l'intervention de l'armée. Celle-ci a obtenu les pleins pouvoirs et le droit de riposter face à toute menace contre la paix dans le pays et la sécurité des populations civiles et étrangères. Les sociétés étrangères, les journalistes, les diplomates, ainsi que toute personne travaillant ici seront protégés. Souleyman Al-Qahtani se rend chez un ami à Benghazi. La Libye est encore loin d'être un état de droit. La police et les institutions centrales, comme les pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires, sont encore en devenir. Et l'armée est désorganisée. Les structures tribales pourraient combler ce vide politique. Leur tradition d'apaisement permet souvent d'éviter le pire. Compte tenu de la grande quantité d'armes qui circulent dans le pays, les incidents sont étonnamment rares. Là encore, c'est grâce aux tribus. Elles observent les faits et gestes des groupuscules d'activistes politiques qui se réclament de la religion, car elles connaissent leur capacité à diviser la société et leur intention de bâtir une théocratie. Nous sommes dans un pays musulman, mais nous ne voulons pas d'un État islamique. C'est mon avis personnel et chacun défend son point de vue. Quoi qu'il en soit, en Libye, nous sommes des tribus solidaires, fidèles à nos origines et à nos clans. Quoi qu'il arrive. L'islam n'est pas un facteur de solidarité en Libye. Le nationalisme non plus. C'est l'appartenance à une tribu qui est un facteur de solidarité. Les représentants d'un islam politique ne sont pas les seuls à avoir une position difficile en Libye. Les frères musulmans sont eux aussi en difficulté. Pilotés par leur siège égyptien, ils ont tenté sans grand succès de s'implanter dans le paysage politique. Selon les estimations, la confrérie libyenne compterait 5000 membres en Libye. Peut-être sont-ils moins nombreux encore. Leur influence politique est pratiquement insignifiante, mais leur projet est radical. Les frères musulmans veulent fusionner politique et religion, prétendument par la voie démocratique.
Pour nous, musulmans, la charia régit nos vies. C'est un mode de vie. Dans une société musulmane, les lois ne doivent donc pas aller à son encontre. Nous laissons le choix au peuple. Nous nous sommes prêtés au vote démocratique. Ainsi, c'est le peuple, à travers l'élection des membres du Parlement et des dirigeants, qui définit la ligne de conduite. Le Qatar et l'Arabie saoudite tentent ici aussi d'aiguiller le printemps arabe. Pour l'instant, sans succès. Car les Libyens disposent eux-mêmes de vastes gisements de pétrole et ne sont pas dépendants de l'argent des pays du Golfe. La Libye produit 500 000 barils par jour. Un chiffre énorme pour une population de 6 millions d'habitants. Otto Wilhelm est directeur pour la Libye de la société allemande Wintershall qui cherche et extrait du pétrole dans l'est de la Libye. L'ère post-Kadhafi ouvre de grandes perspectives, et pas seulement du point de vue politique. La Libye est un pays encore peu exploré. Le pays a donc un énorme potentiel de découverte. Et grâce à une meilleure organisation de l'extraction, on pourrait encore augmenter le rendement. Il y a beaucoup d'avenir dans le pétrole ici. Il en va différemment des voisins de la Libye. Le Qatar et l'Arabie saoudite manipulent la vie politique tunisienne et égyptienne à coups de pétrodollars. L'Égypte est le pays arabe le plus peuplé. Avec son importance géostratégique majeure, c'est une cible capitale. Pauvre en pétrole, l'Égypte est dépendante de l'argent de l'étranger. Les Qataris ont massivement investi sur le Nil. D'innombrables bâtiments ont fleuri grâce à l'argent des riches États du Golfe, générant quantité de nouveaux emplois. Début 2013, l'émir du Qatar a accordé un crédit de 18 milliards de dollars à l'Égypte. Une somme colossale. Mais ce n'est pas par philanthropie. L'objectif est d'aider leurs alliés, les frères musulmans, et leur politique. Les chrétiens souffrent de la situation. Printemps 2013. Une cérémonie funèbre au Caire. Une fois de plus, des membres de la communauté copte ont été tués lors de violences antichrétiennes. Le deuil fait place à la colère. Les funérailles virent à la manifestation politique pour les droits des coptes. Environ 10% des Égyptiens sont chrétiens. Beaucoup d'entre eux craignent d'être mis sur la touche politiquement et socialement par le gouvernement des frères musulmans. Cette peur est légitime. En 2012, chrétiens, défenseurs des droits civiques et féministes quittent l'Assemblée constituante en signe de protestation. Ils sont aussitôt remplacés par des membres du Parti des frères musulmans. Une constitution à tendance fortement islamiste est rédigée en un temps record. Très largement contestée, cette nouvelle constitution est approuvée par seulement 21% des électeurs. Quand Mohamed Morsi devient président en juin 2012, il déclare vouloir défendre la liberté, la démocratie et les droits des minorités. Mais il ne tient pas parole. Le jour de l'intronisation de l'évêque Tabadros, alias Théodore II, patriarche des Coptes orthodoxes, Mohamed Morsi est absent. Un cruel manque de respect à l'égard des chrétiens qui vivent en Égypte depuis près de 2 millénaires. Le mépris évident du président à l'égard du nouveau pape n'est pas sans conséquence. Pour les extrémistes, il légitime la persécution des chrétiens. La moindre altercation suffit souvent à déclencher des affrontements mortels, comme celui survenu au printemps dernier à El Ksoussous, une localité de la banlieue nord du Caire.
Des magasins tenus par des coptes sont saccagés, des maisons incendiées. 6 chrétiens et un musulman y laissent la vie. Atef Abdedrabo a assisté à ce déchaînement de violence qui n'était pas un combat de rue comme il y en a tant. Cette fois, le conflit prenait la tournure d'un pogrom. Vers 22 h, un gigantesque incendie s'est déclaré, créant des mouvements de panique. Tout le monde criait au feu. Je suis sorti au milieu de la foule et j'ai vu qu'une grande partie de la rue était en feu et que la maison de Farouk Awad avait brûlé. On jetait le mobilier brûlé par les fenêtres. Ces pères de famille coptes craignent pour leurs femmes et leurs enfants. Dans de nombreux quartiers du Caire, chrétiens et musulmans cohabitent paisiblement. Toutefois, cette paix intercommunautaire est menacée par le projet d'islamisation des frères musulmans. Mais elle n'est pas encore perdue. Beaucoup de musulmans considèrent le fondamentalisme islamique comme contraire à l'islam. Ce qui me fait peur, c'est qu'on a toujours vécu ensemble, chrétiens et musulmans. Nous n'avions jamais connu ça. Nous avons la chance en Égypte d'avoir une nation composée de 2 religions, chrétienne et musulmane. Nous avons toujours partagé nos repas et nos sorties. Tout ce qui nous différencie, c'est ce que Dieu nous interdit. C'est la seule différence. Aujourd'hui, vous avez les frères musulmans et les politiques qui se disputent le pouvoir. Et pendant ce temps, le peuple meurt de faim. On va finir par s'entretuer. Le peuple va se venger des frères musulmans et de l'opposition. Il n'épargnera personne. Nous sommes à bout. Début 2013, le président Mohamed Morsi, flairant l'inquiétude ambiante, se rend à Berlin pour rassurer l'Europe. Il affirme que l'Égypte est un pays démocratique, que la société égyptienne est une société libre et que les minorités y sont protégées. Après son rendez-vous avec la chancelière Angela Merkel, il accepte de se prêter à une interview. Werden Touristen in Ägypten in Zukunft mit einem Alkoholverbot rechnen müssen? Mohamed Morsi répond que chaque culture a ses valeurs et qu'en Allemagne aussi, il y a des règles à respecter. Traduction, pas d'alcool au volant. Le président égyptien compare l'interdiction religieuse à une règle de sécurité routière. Le public berlinois reste bouche bée, puis décide tout de même d'applaudir poliment. En Égypte, on ne se gêne pas pour tourner les propos de Mohamed Morsi en dérision. Ses apparitions télévisées alimentent la satire. Bassem Youssef s'en donne à cœur joie dans son émission. don't mix. Gas and alcohol don't mix. زي الانجليزي والعربي كده don't mix. زي الدين والسياسه don't mix. هي دي النصائح المهمه في حياه الشعوب. Du sublime au ridicule, il n'y a qu'un pas. Pour les membres du parti des frères musulmans, ce que fait Bassem Youssef est un crime de lèse-majesté. Or, la satire ne naît jamais que de la réalité. Lorsqu'il reçoit le titre de docteur honoris causa d'une université pakistanaise, le président arbore un costume pompeux qui peut facilement devenir grotesque. Lamis El Hadidi, une collègue de Bassem Youssef qui travaille comme lui pour la chaîne de télévision CBC, reçoit régulièrement des menaces de mort des islamistes radicaux. C'est une femme sûre d'elle, une féministe engagée et une journaliste qui pose des questions qui dérangent. La société est composée pour moitié de femmes. Nous n'allons pas remettre en question des acquis pour lesquels on a lutté pendant des décennies. Les femmes forment une part importante de la société égyptienne. Ce sont elles qui font la queue pendant des heures pour aller voter. Ce sont elles qui se battent pour le droit au travail et plus généralement pour la démocratie, la liberté et la libre pensée. Ils peuvent nous harceler dans la rue et nous menacer. Nous ne sommes pas prêtes à renoncer à nos droits. Depuis la fin de la dictature de Hosni Moubarak, les rues du Caire ont changé de visage. Le centre culturel Saket El Sawi, par exemple, était auparavant fréquenté par des jeunes aux idées plutôt pro-occidentales. Aujourd'hui, il est investi par des salafistes.
La question du jour, les droits et les libertés des régimes démocratiques sont-ils compatibles avec l'islam? Les droits des femmes constituent bien sûr l'un des points importants du débat. Un homme peut-il battre sa femme? Réponse: il ne doit pas la maltraiter, mais certains coups sont permis. S'il la bat, il ne doit pas lui briser les os, ni lui laisser des marques sur le corps. Est-ce qu'à l'étranger, les lois sur les violences faites aux femmes sont aussi précises? Bien sûr que non. Les salafistes excluent tous ceux qui ne partagent pas leur interprétation de l'islam. C'est précisément ce qu'il y a de plus profondément antidémocratique dans leurs convictions politiques. Le président Mohamed Morsi ne se démarque pas clairement des salafistes. Cet été, lors d'une rencontre réunissant les diverses tendances politiques, il a laissé un prédicateur tenir des propos haineux et même proférer des menaces contre les chiites sans intervenir. Or, les attaques verbales sont souvent suivies de faits. Le moindre prétexte est bon pour passer à l'acte. Parfois, une simple rumeur suffit. Un jour, des voisins malveillants font incursion dans une maison où des chiites se réunissent pour prier. Un autre jour, 4 chiites se font tuer dans la rue, victimes d'un accès de folie meurtrière. À la mi-juin, Mohamed Morsi nomme Adel Al-Ksayat gouverneur de Luxor. Il s'agit d'un membre de la formation islamiste Jama'a Islamaya, celle-là même qui a perpétré l'attentat terroriste de 1997 à Luxor, dans lequel 58 touristes ont perdu la vie. Face à la pression internationale, le nouveau gouverneur est vite contraint à quitter son poste. En juin 2013, les organisateurs d'une campagne anti-Mohamed Morsi affirment que leur pétition pour le départ du président a récolté 22 millions de signatures, soit nettement plus que les 15 millions de voix avec lesquelles il a été élu un an plus tôt. La tendance est inversée. L'opposition, qui comprend un grand nombre d'anciens sympathisants du chef d'État, veut se débarrasser de lui. Mais le président se refuse à démissionner. L'armée rallie les rangs de l'opposition et lance un ultimatum au président. S'il ne trouve pas de solution à la crise d'ici 48 heures, en collaboration avec les forces de l'opposition, l'armée interviendra. Mais Mohamed Morsi persiste et signe. Il a été élu et est donc le chef d'État légitime. Il se fait même menaçant. Mais aussi arrogant soit-il, ses propositions sont insuffisantes. Ils n'ont rien à proposer. Ils ne gèrent rien. Ils sont incapables d'avoir une vision globale puisqu'ils refusent de collaborer avec qui que ce soit. C'est fatal. C'est une attitude autodestructrice. Ils sont en train de s'autodétruire. Mohamed Morsi est renversé par les militaires. Je suis folle de joie. C'est un jour de fête. C'est comme si notre pays était occupé et venait d'être libéré. On est très heureux. Les frères musulmans perdent le pouvoir. Et leur plus grand allié et créancier, le Qatar, perd lui aussi beaucoup de son influence politique en Égypte. Les cartes sont redistribuées. Le chef de l'armée, Abdel Fattah al-Sisi, se voit immédiatement proposer l'aide d'un autre important tireur de ficelles, l'Arabie saoudite, sous la forme d'un prêt de 5 milliards de dollars. La maison royale saoudienne, qui se méfie depuis toujours des frères musulmans, voit en l'armée une planche de salut. Tant qu'elle aura le dernier mot en Égypte, il ne pourra pas y régner de véritable démocratie, laquelle, en se répandant dans le reste du monde arabe, risquerait d'ébranler son pouvoir. Amère déconfiture pour les frères musulmans. Fondée en 1928, l'association doit attendre 84 ans pour remporter les premières élections présidentielles libres de 2012 et se faire voler sa victoire un an plus tard. C'est la plus grande défaite de l'histoire de la confrérie. Et donc ils vont entrer dans une sorte de paranoïa en disant finalement on est entouré d'ennemis qui tous n'ont qu'un objectif, c'est de restaurer le régime de Moubarak.
On ne peut faire confiance qu'à nous-mêmes, et donc on se referme sur le groupe, on se referme un peu comme une sorte de forteresse assiégée finalement. Et ce qui est très étonnant, c'est que cette rhétorique, on pourrait penser qu'elle est simplement une rhétorique de justification. Les fidèles de Mohamed Morsi ont maintenant l'armée et la plus grosse partie de la population contre eux. La situation politique la plus défavorable qu'on puisse imaginer. La confrérie traverse une formidable crise, au point que ses membres en arrivent à craindre pour sa survie. Gaza. Il n'y a guère de ville au monde où autant de personnes sont concentrées dans un espace aussi restreint. Depuis 2007, le Hamas règne ici en maître. C'est à cause de l'islamisme forcené de cette branche palestinienne des frères musulmans que la bande de Gaza fait l'objet d'un blocus international. Elle ne peut plus exporter, et ne pouvant apporter que de façon extrêmement limitée, elle fait venir la plupart des marchandises d'Égypte par des tunnels de contrebande. Les camps de réfugiés n'ont toujours pas disparu de Gaza. C'est dans des quartiers surpeuplés comme celui-ci que s'entassent tous ceux qui ont fui des lieux aujourd'hui situés sur le territoire d'Israël. Le chômage sévit encore plus ici que dans les villes. Les 1,7 million d'habitants de la bande de Gaza ne survivent que grâce aux aides de la communauté internationale. En octobre dernier, l'émir du Qatar, accompagné d'une imposante délégation, a débarqué au milieu de toute cette misère. Il est le premier chef d'État à rendre visite au plus haut responsable du Hamas à Gaza, Ismaël Haniyeh. Un triomphe pour les islamistes, victimes depuis 5 ans de l'isolement diplomatique imposé par la communauté internationale. L'émir n'est pas venu les mains vides. Le Qatar veut investir plus de 400 millions de dollars à Gaza pour construire des infrastructures, des logements et un hôpital spécialisé dans les prothèses. Contrairement aux autres investisseurs potentiels, le Qatar tient promesse. En janvier 2013, l'émirat crée à Gaza un bureau pour la reconstruction de la bande de Gaza. La réfection des infrastructures routières compte parmi les projets les plus importants. À l'issue d'un accord passé avec les frères musulmans égyptiens, avec qui le Hamas travaille en collaboration étroite, de l'asphalte a enfin pu être importé par la frontière sud. Le lien commercial noué avec les fournisseurs égyptiens permet aux entreprises palestiniennes de faire avancer les travaux de rénovation. Mais ça ne dure pas. Depuis la destitution de Mohamed Morsi, la circulation des marchandises est à nouveau bloquée. Non loin de la frontière égyptienne, une véritable ville voit le jour, Hamad City, qui tient son nom de son fondateur, le cheikh Hamad du Qatar. On prépare actuellement le terrain pour la construction de 3700 unités d'habitation, de plusieurs écoles et installations sportives, et bien sûr d'un certain nombre de mosquées. Ce terrain appartient au gouvernement. Les gens qui vivent ici illégalement vont devoir céder la place. Ces mesures sont prises par le ministère de la Construction, donc le Hamas, qui distribue les contrats et coordonne tous les projets de développement dans la bande de Gaza. Projet qui voit le jour grâce aux fonds mis à disposition par le Qatar, le plus gros investisseur du moment. Bien sûr, il y a eu des promesses. Mais pour le moment, rien n'a été annoncé. L'importation des matériaux de construction n'est toujours pas autorisée. De ce fait, depuis 2 ans, c'est grâce à un programme du Conseil de coopération des États arabes du Golfe avec la Banque islamique de développement de Jeddah qu'on a pu entamer la reconstruction de Gaza. Mais l'argent du Golfe ne coule jamais à flot sans véhiculer avec lui une bonne dose d'idéologie. Les barbes hirsutes à la mode islamiste sont en vogue à Gaza. Aux grandes dames des barbiers, de moins en moins d'hommes se font raser. C'est d'abord la faute du gouvernement.
Puis viennent les étrangers, ces cheikhs venus du Qatar ou de je ne sais où dans la région. Alors ils sont tous barbus. Et si leur barbe est bien taillée, il y en a qui veulent faire pareil. C'est comme ça que ça se passe. Les fonctionnaires de l'État ne vont plus chez leur barbier qu'une fois par mois. Et les citoyens ordinaires n'osent plus arborer de coiffure moderne par peur des autorités. D'ailleurs, à ce sujet, il y a un jeune qui s'est fait agresser. On lui a rasé la barbe et on l'a battu. Je vous le jure. La colère de la population a rapidement mis fin à cette campagne d'islamisation. Mais la peur continue à régner. Les sociétés austères et surréglementées des États du Golfe ont déteint durablement sur les habitants de la bande de Gaza. L'émir du Qatar est très conséquent dans son soutien aux frères musulmans. En Palestine, ils sont représentés par le Hamas, l'aile locale de la confrérie. Et à travers sa visite officielle à Gaza et l'appui financier qu'il leur accorde, l'émir a montré très clairement que ce sont eux qu'il soutient en Palestine. Par conséquent, ce sont les frères musulmans et donc le Hamas qui auront le pouvoir ces prochaines années. Toutefois, des mouvements de résistance apparaissent, en particulier au sein de la population féminine. Où en sont les femmes après les printemps arabes? Tel est le thème de cette conférence tenue à Gaza en juin dernier. Les intervenantes, tunisiennes, égyptiennes et yéménites, reprochent aux islamistes d'adopter une attitude discriminante envers les femmes avec l'appui des pétromonarchies. Dans les projets de développement, il y a une ingérence de la part des pays du Golfe, que ce soit le Qatar, les Émirats arabes unis ou le Koweït, à travers des associations islamiques qui investissent en Palestine, et en particulier dans la bande de Gaza, dans l'intérêt du pouvoir en place. Ainsi, le pouvoir sera sous l'influence de leur idéologie et de leurs convictions, dont fait partie la question des droits des femmes. Les femmes ont un niveau d'érudition plus élevé à Gaza qu'en Égypte ou en Libye. Mais ici, elles sont victimes d'un double enfermement, car elles vivent à la fois au sein d'une société très conservatrice et dans un territoire étroitement replié sur lui-même. En fournissant au Hamas des aides au développement dont Gaza a un besoin urgent, le Qatar se fait un allié supplémentaire qui vient renforcer l'influence géopolitique des puissances sunnites du Golfe aux dépens de leurs rivales chiites, Téhéran et Damas. Un checkpoint de la périphérie d'Azaz, une petite ville du nord de la Syrie, en mars 2013. Le cheikh Youssef Assaoui fait contrôler tous ceux qui cherchent à entrer dans Azaz. Ce chef religieux sunnite est investi d'attributions policières et de fonctions gouvernementales. Dans le camp des rebelles, religion et politique se fondent sur le champ de bataille qu'est devenu la Syrie. De nombreux militants extrémistes se joignent à l'armée syrienne libre pour combattre les troupes de Bachar el-Assad. Le cheikh Youssef prétend ne pas être radical, mais quand on lui demande s'il sympathise avec le front djihadiste Al-Nosra, il répond de façon pour le moins évasive. Le front Al-Nosra est formé essentiellement de civils. Il existe une véritable coordination entre le front Al-Nosra et les autres brigades. Nous œuvrons ensemble. Par contre, c'est nous qui avons le pouvoir décisionnaire. La sécurité civile, c'est nous aussi. Le front Al-Nosra est une brigade comme une autre, ils n'ont ni pouvoir ni armée. Mais si nous avons besoin de soutien, ils seront présents à l'appel. Al-Nosra n'est pas un mouvement comme les autres. Il est affilié à Al-Qaïda. Ses chefs ont combattu en Irak aux côtés du terroriste Abu Musab al-Zarqawi, connu pour être un tueur sanguinaire. Al-Nosra est donc un front extrêmement brutal qui considère tout individu non sunnite comme un ennemi. 5000 terroristes fanatiques obéissant à une discipline de fer luttent contre les troupes de Bachar el-Assad et contre l'établissement d'une démocratie.
car l'objectif d'Al-Nosra est de fonder un califat islamiste. Le gouvernement alaouite y voit une raison suffisante pour bombarder villes, villages et nombre de civils dans la foulée. Tous les moyens lui semblent bons pour lutter contre cette redoutable opposition armée. Pour Bachar el-Assad et son clan, c'est une question de survie. En revanche, aux yeux du droit international, de tels massacres sont absolument injustifiés. Donc on a remarqué aussi avec Obama, contrairement à la politique de Bush, la politique de la non-intervention. C'est ce qui explique aujourd'hui l'hésitation des États-Unis à intervenir en Syrie. Il y a beaucoup de calculs, il y a aussi des enjeux stratégiques énormes qui se jouent dans cette région. Et le Qatar aujourd'hui est un des acteurs qui se met devant la scène parce qu'elle est crédible. La Syrie est divisée. Les uns veulent un État sunnite, les autres un État séculier. Deux positions inconciliables. À Azaz, le système qu'une grande partie des sunnites voudraient imposer à toute la Syrie est déjà en place. Le cheikh Youssef, en plus de ses attributions religieuses et policières, revêt également la fonction de juge. Il se réclame du droit islamique en vertu duquel les pouvoirs exécutifs et judiciaires sont entre les mêmes mains et prétend qu'il a quasiment réussi à éradiquer la criminalité. On n'aurait plus rien à craindre, sinon des vols dans la région. Nous avions quelqu'un qui s'appelait Ramadan, qu'on a libéré pour bonne conduite et parce qu'il a appris une partie du Coran. Le soutien des mouvements de rébellion sunnites par l'Arabie saoudite et le Qatar a une conséquence paradoxale. L'intervention extérieure renforce la position de Bachar el-Assad. Car désormais, ce que le président syrien prétendait dans ses discours de propagande, à savoir que la révolte était manœuvrée de l'extérieur par l'Occident et les puissances arabes voisines, est bel et bien confirmé. Et les chrétiens comme les alaouites, les laïcs, les socialistes et les libéraux redoutent une dictature religieuse. بعضهم يمد المجرمين بالمال والسلاح والبعض الآخر بالدعم والتدريب ودول جارت على سوريا وشعبها لتضعفه وتهيمن عليه ودول بحثت عن موقع لها في تاريخ لا تمتلكه فكتبته بدماء الأبرياء من الشعب العربي والسوري تحديدا لكن سوريا وشعبها أقوى وأصلب ويعدهم بأنه لن ينسى. On hésite à faire tomber le régime de Bachar el-Assad, car on ne sait pas trop ce qui viendrait le remplacer. Le changement n'est pas forcément prometteur. On pourrait se retrouver avec un gouvernement islamiste, voire extrémiste. La révolte syrienne est sunnite, militante, financée et manipulée par l'Arabie saoudite et le Qatar. Les tireurs de ficelles du désert promeuvent un islam extrêmement conservateur et par définition antidémocratique. S'ils viennent à bout de leur entreprise, ce sera la fin du printemps arabe. La fièvre révolutionnaire tunisienne s'est répandue comme une traînée de poudre dans tout le monde arabe. Dans la plupart des pays, elle n'a cependant pas entraîné de révolution à proprement parler, pour l'instant. Mais les mouvements contestataires se rapprochent un peu trop au goût de l'Arabie saoudite et du Qatar. Voulant à tout prix empêcher la vague libertaire de déferler chez elle, les monarchies du Golfe tentent de faire échouer toute tentative de démocratisation. En juin 2013, l'émir du Qatar transmet les rênes du pouvoir à son fils. Il est temps qu'une nouvelle génération prenne les choses en main, annonce-t-il dans son discours d'adieu. Un geste plutôt surprenant de la part d'un homme qui a activement contribué à la destitution d'autres chefs d'État arabes. Mais l'étonnement est de courte durée. Le nouvel émir, Tamim Ben Hamad, poursuit ni plus ni moins la politique de son père. Ce transfert de pouvoir est bien sûr filmé par les caméras d'Al Jazeera. Cette chaîne d'information qatari est l'un des plus importants médias d'information du monde arabe et un instrument de propagande directe de l'émir. Car Al Jazeera ne se pose pas en simple observateur du printemps arabe. Elle prend clairement position. Un certain nombre de journalistes démissionnent en signe de protestation.
C'est le cas d'Aksam Souleyman, le correspondant d'Al Jazeera à Berlin. Al Jazeera n'était pas du côté du peuple. Elle a traîné dans la boue les fondements même du journalisme, soi-disant pour le bien des révolutions. Aujourd'hui, on sait qu'en fait, elle agissait en faveur de certains groupes au sein de ces mouvements, à savoir les islamistes. Pour Aksam Souleyman, l'attitude d'Al Jazeera vis-à-vis du printemps arabe a fait perdre sa crédibilité à la chaîne et à son principal créancier, le Qatar. Si l'Émirat soutient les mouvements révolutionnaires arabes, c'est pour mieux renforcer sa propre position géopolitique. Et s'il a misé jusque-là sur les frères musulmans, c'est parce qu'ils étaient partout les grands gagnants. Il est clair que les frères musulmans sont les grands profiteurs de la révolution de 2011. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est s'ils seront à la hauteur des défis que ces pays vont devoir relever. La stratégie qui consiste à miser sur les frères musulmans est donc assez incertaine. Je pourrais poser la question inverse. Si par exemple le printemps arabe avait amené des forces libérales au pouvoir, est-ce que les monarchies du Golfe les auraient soutenues de la même façon? Bien sûr que non.